En fait, si on devait commencer sans trop d'introduction, j'aimerais qu'on parte du point de départ que tu m'avais donné, qui était ton interrogation sur la stabilité des Mmh, compétences dans le temps. Alors, est-ce que ouais. tu pourrais amener un peu de contexte? Qu'est-ce qui t'a amené, à réfléchir sur cette question? Bah, quand on co-dirige un master management des systèmes d'information avec naturellement un volet digital, un volet numérique, transformation, et cetera, on s'interroge un peu en permanence sur ça et il se trouve qu'en ce moment, en plus de ça, on a, une réécriture complète des fiches RNCP, de nos masters, notamment en management, où on a une démarche un petit peu participative pour essayer de travailler là-dessus. Et donc c'est aujourd'hui un moment où on se questionne sur, quelles seront les fiches RNCP, quelles sont les compétences concrètement qu'on aura demain. Et ces fiches qui au-delà d'être simplement un jeu administratif, elles sont super importantes parce qu'elles conditionnent aussi, les maquettes, elles nous accompagnent dans la formation, qu'est-ce qu'on veut faire? Qui sont les pros de demain? Et on s'est en fait, c'est en travaillant sur ce sujet-là qu'on s'est dit: «Mais, est-ce que la compétence d'aujourd'hui est la compétence de demain?» Est-ce que, quand on est dans un monde digital où littéralement, hein, il y a les IA, elles sont vieilles, hein. Dire que l'IA, c'est une innovation récente, c'est quand même méconnaître le sujet. Mais la propagation violente des IA génératives dans le grand public, elle a à peine 3 ans, quoi, 3, 4 ans, et pourtant on se rend compte que ça a changé toute une partie des métiers, une partie des pratiques. Et si on se dit: «Mais attends, en l'espace de 3 ans, il y a des métiers qui changent complètement de contenu», à mon avis, qui disparaissent pas, mais qui changent complètement de contenu, qui changent complètement de mode de fonctionnement, qui changent complètement d'outils. Heu, c'est 3 ans, c'est un cycle, programme grandes écoles en gestion, hein. C'est l'étudiant, il rentre, on a prévu sa formation en 3 ans, il sort 3 ans après, le monde dans lequel il est rentré, il a plus rien à voir avec le monde où il va sortir, quoi. Donc comment on fait pour former des jeunes dans ce contexte-là? Nous qui sommes touchés sur le volet numérique, digital, où ça évolue très, très vite, mais au-delà de ça, et on se posait la question aussi de: est-ce qu'une formation, une licence, un but, un master doit être spécialisé dans un contexte pro? Est-ce qu'on doit faire, j'en sais rien, un but, GEA agroalimentaire? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que, dans ces cas-là, quelqu'un formé, au secteur agro, est-ce que demain, s'il veut bosser dans l'aéro, ça a du sens? Et donc ça a amené beaucoup de questionnements sur, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit apprendre? Est-ce qu'on doit apprendre un cadre ou est-ce qu'on, et du coup apprendre à apprendre? Ou est-ce qu'on doit apprendre de l'outillage fonctionnel maintenant, rentabilisable tout de suite, mais peut-être obsolète dans 6 mois, quoi? Mmh. Tu plein d'interrogations, de questions et ça, tu vois, je vais rebondir avec un exemple concret. Le master que moi j'avais fait, j'avais quoi? 25, ouais, 25 ans, j'avais fait un deuxième master 2 pour faire de l'ingénierie pédagogique et je traînais un peu des pieds dans ce master parce que justement je trouvais qu'il y avait très peu de, comment dire? Pas de pratico-pratique, mais on nous enseignait très peu d'outils qu'on était susceptibles de retrouver dans le monde professionnel. Mmh. Et, l'argument qu'on nous donnait, c'était de nous dire, il y a une probabilité non nulle pour qu'entre le moment où on vous enseigne un outil et le moment où vous sortez et vous intégrez le marché du travail, il y ait des évolutions. Mmh. Et que finalement, si on raisonne en termes de compétences, euh, eh bien nous, on veut vous emmener, on veut vous rendre capable d'agir sur des situations emblématiques, Mmh. mais si on se spécialise trop, on risque en fait de vous tirer une balle dans le pied involontairement. Alors, est-ce que toi, tu as un exemple, quand tu as parlé justement de revoir les fiches RNCP, tu as dit que oui, ces fiches RNCP, c'est pas uniquement un cadre administratif, Mmh. mais c'est une base qui permet de savoir quelles compétences on attend Mmh. finalement. Et comment, est-ce que tu as des exemples de formations sur lesquelles tu te poses ces questions, sur lesquelles tu as des doutes entre le moment où l'étudiant rentre et le moment où l'étudiant sort? Tu as un exemple concret? Bah, si je prends un exemple, qui fait beaucoup débat, notamment chez mes étudiants en ce moment en deuxième année de master en système d'info, hem, je dirais qu'il y a un an et demi, des étudiants qui rentraient dans notre master, nous on est sur un master qui forme pas des développeurs, qui forme pas des informaticiens, hein. C'est pas du tout notre métier. Mais il y a 2 ans de ça, personne ne se posait la question de: «Est-ce que nos étudiants doivent maîtriser un minimum de codage sur quelques outils?» C'était une évidence que la réponse était oui, et dans les programmes, c'était prévu. Aujourd'hui, j'ai en tête un étudiant comme ça qui est arrivé un jour
Il dit alors, ça s'est passé comment en entreprise, cette période et tout? Il dit, ah bah j'ai codé ça. Il dit, ah bon, t'avais appris? Non, avec une IA. Et alors, t'as fait checker quand même ton code derrière? Il dit, oui, il y a un développeur qui est passé, qui a vérifié, qui m'a dit que c'était tout bon, mais je l'ai développé tout seul avec une IA. Il dit, ok, sauf que le cours qui va t'apprendre ce langage-là, il est en M2, quoi. Il dit, ouais, mais c'est bon, je l'ai appris par la pratique, je me suis fait contrôler par un senior derrière qui m'a dit, non, ça, tu peux optimiser, ça, tu peux changer. Alors, est-ce que c'est une bonne pratique de faire ça? Je laisserai ça, ça, c'est une question qui peut rester en suspens. Mais typiquement, l'enseignement, déjà de la compétence codage, dans certains contextes, elle est vraiment à questionner. Jusqu'à quel niveau on doit aller? Là où, il y a quelques années, on pouvait envisager d'avoir besoin de former nos étudiants à un niveau d'autonomie, d'être capable de développer des lignes eux-mêmes et de les faire eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Il faut qu'ils comprennent la grammaire du langage, le vocabulaire du langage, qu'ils soient capables de comprendre la dynamique du langage, mais de là à aller aligner des lignes de code, quelle est Ok. l'utilité, quoi? Et des exemples comme ça, je pense il y en a beaucoup. Et même certaines compétences très basiques, aujourd'hui, il y a des attentes qui vont évoluer aussi, c'est-à-dire que on va moins attendre de nos étudiants qui maîtrisent un outil de calcul. Par contre, il faut qu'ils le comprennent pour donner du sens derrière, parce que l'IA, elle ne va pas donner de sens. Elle Hmm. va sortir le calcul, mais avec potentiellement une interprétation absolument abrutie du truc, quoi. Donc Oui. je pense que ça remet en cause certaines compétences, mais ça en fait surtout évoluer énormément, quoi. Hmm. Alors justement, je suis curieux, j'aimerais avoir une précision. Quand cet étudiant a dit, bah, oui, j'ai réussi à coder tout seul, j'ai pas eu besoin d'IA. Ma question, c'est est-ce que finalement il a pu déléguer ce travail de codage à l'IA, ou si on lui enlevait l'IA aujourd'hui, il pourrait coder? Je pense qu'aujourd'hui, pour en avoir parlé avec l'étudiant, a posteriori, aujourd'hui, il pourrait le faire sans, parce qu'il a utilisé l'IA pour apprendre. Il l'a pas D'accord, utilisé pour se substituer. d'accord. Et là, pour moi aujourd'hui, c'est une vraie compétence. Pour en avoir parlé il y a quelque temps avec des collègues, la compétence aujourd'hui autour de l'IA, c'est surtout l'exploitation de l'IA et l'exploitation raisonnée, éthique de l'IA, et pas de l'IA en elle-même, mais plutôt des IA. Comprendre qu'il y a des outils pour faire des choses, mais comme il y a des marteaux pour enfoncer des clous, des tournevis pour mettre des vis, il y a des IA pour générer des graphiques, il y a des IA pour faire des synthèses de littérature. Et par contre, on ne peut la maîtriser que parce qu'on maîtrise l'exercice auparavant. Hmm. Donc en Oui. fait, ça change simplement, de mon point de vue, hein, ça change la relation à la compétence. Hmm. Quelle relation on a vis-à-vis d'une compétence, de mise en œuvre d'un outil, d'exploitation plutôt, de substitution à l'outil, etc., quoi. C'est vraiment une dynamique aujourd'hui qui se met en place. Mais là, ça résume un peu le sujet au sujet des IA, mais je trouve que ça amène des vrais questionnements quand même. Ouais, ouais, cette question du rapport A, elle me semble assez importante. Et ce que je trouve un peu étrange, c'est que même si on dit c'est d'accord, enfin, on est d'accord pour dire que il faut utiliser l'IA de manière intelligente, on est d'accord pour dire que le rapport A, c'est important de l'étudier. Encore faut-il se donner le temps et les moyens. Mm. Et dans les maquettes, je ne sais pas si, par exemple, tous tes collègues, dans leurs cours, ils prennent du temps, pas uniquement pour diffuser connaissances et techniques, mais aussi du temps pour travailler un rapport à la connaissance, un rapport à la technique. Mm. Et ça, on est sur un autre spectre, un peu plus haut. Et déjà, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais rebondir. Et la deuxième qui me vient à l'esprit, c'est ce que tu avais dit là, que je retrouve, le fait ah oui, d'utiliser l'IA pour apprendre. En fait, Mm. c'est être capable de mobiliser le potentiel formateur, enfin, le potentiel auto-formatif Mm. des IA pour s'améliorer soi-même. Et ça, je trouve ça génial. Et j'avais fait, alors ça remonte à très longtemps, bah, justement mon mémoire sur l'auto-formation. Et quand on Mm. s'intéresse en fait à l'auto-formation, qui est-ce que ça concerne? Qui est-ce qui peut réellement s'auto-former? On s'aperçoit que c'est pas si évident que ça en fait. Mm. Ça demande pas mal de ressources, ça demande pas mal finalement de variables particulières qui ne sont pas si évidentes que ça Mm. à mobiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que si on donne entre guillemets une IA ou n'importe quel outil à quelqu'un, eh ben
être capable de mettre en place tout un processus pour explorer le potentiel sans déléguer, c'est Mm. pas évident. C'est pas évident. Alors comment toi tu vois les choses? Parce que je suis d'accord avec toi sur le constat, mais finalement, comment faire en sorte que on puisse travailler ce rapport aux usages, ce rapport à l'IA, ce rapport à la technique? Dans les formations, est-ce que toi tu as une idée? Bah, alors, je sais pas si j'ai des idées, mais je pense que aujourd'hui, en fait, le débat, et même là, l'exemple qu'on vit en ce moment et en est caricatural, c'est que il y a un sujet qui catalyse énormément les choses, c'est les IA. Et en fait, quand on parle de rapport à l'auto-formation, IA ou un MOOC, c'est la même chose. Aller coller des étudiants devant un MOOC, ou étudiants ou apprenants au sens large, hein, parce que des étudiants, moi, si je prends les étudiants que j'ai cette semaine, ça va de 20 ans à 64. Donc, toute personne en cours de formation, coller quelqu'un devant un MOOC ou dans un contexte d'auto-formation ou autre, en fait, de mon point de vue, hein, mais ça n'est qu'un avis personnel, ça ne peut prendre que si la personne est déjà quasi formée, en fait. Que si elle est acculturée à un secteur d'activité, si elle est acculturée à une méthode. Et pour moi, on peut, à mon avis, s'auto-former, on peut travailler quand on a déjà un cadre, en fait, un contexte, un peu de pensée, on a déjà les outils et ça va s'apparenter un petit peu, nous, ce qu'on peut avoir dans la gestion de la connaissance, etc., dans la littérature, sur les questions de bricolage organisationnel, d'improvisation organisationnelle. On peut bricoler quand on sait faire un truc et on va nous demander de le faire dans un autre contexte. On va essayer de transférer un machin, on va essayer de bricoler. Tiens, la dernière fois, j'ai fait ça comme ça. Là, c'est pas tout à fait pareil, mais je vais essayer la même technique. Quand on a déjà ce terreau, je vais faire une métaphore très très hasardeuse, hein. Mais essayer de cultiver des légumes dans un potager dont la terre est pourrie, ça va être vachement compliqué. Si ça fait quelques années que vous travaillez votre terre, que vous incorporez tranquillement du compost et compagnie, vous allez pouvoir planter quasi n'importe quoi, ça prendra. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que quand on discute avec les collègues avec qui on travaille sur nos formations, les contenus de nos formations, on a des maquettes qui vont arriver à être refaites là d'ici 2 ans, on se pose énormément la question de la place de la culture générale, par exemple. De la culture générale, quand on part dans nos délires, de faire intervenir en master en sciences de gestion un philosophe, juste pour poser la question de quelles conséquences ont mes décisions. Au-delà d'expliquer qu'une décision va se prendre par le modèle d'Herbert Simon avec intelligence, modélisation, choix, etc. Derrière, c'est quoi les conséquences techniques de ça? C'est si je prends les travaux d'Hannah Arendt, enfin les écrits d'Hannah Arendt, qu'est-ce que ça m'amène sur qu'est-ce que c'est qu'une décision, qu'est-ce que c'est que de l'éthique, quels sont les enjeux derrière? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec une dynamique où la compétence a une obsolescence de plus en plus courte, les contextes sont tellement volatiles, sont tellement incertains. Si je prends un concept de base, hein, qu'on a en gestion, nous, les environnements VUCA, volatiles, incertains, complexes, ambigus. Si on considère qu'une compétence est liée à un contexte, quand le contexte est périssable, la compétence l'est aussi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux plutôt travailler le terreau, avoir une terre fertile et se former tout au long de la vie en fonction des contextes où on est, quitte à faire parfois un peu de bricolage, plutôt que de se dire je vais bourrer plein de compétences dans la tête de quelqu'un quand il aura 19, 20, 21 ans, et après il va aller bosser et jusqu'à ses 67 ans, ce qu'il aura en tête fonctionnera. Peut-être qu'il y a 30 ans ça fonctionnait, aujourd'hui je suis convaincu que non. Ouais, ouais, ouais. J'ai pensé à tellement de choses avec ce que tu viens de dire. La première, et je crois que je t'en avais même déjà parlé, c'était l'analogie du dépanneur. C'est-à-dire Mm. que pour le métier de dépanneur, quand j'avais discuté 3 heures avec quelqu'un parce que j'avais eu un souci avec ce dépanneur, il m'expliquait que ben, en fait, pour ce métier, il faut pas avoir de formation particulière, il faut juste avoir l'esprit système D. Mm. Faut avoir l'esprit ouvert et être prêt à s'adapter à tout et n'importe quoi vu qu'on sait jamais. Mm. Et donc, oui, donc être entre guillemets décomplexé avec l'incertitude des situations Mm. et ne pas souhaiter avoir toujours la même chose. Donc les deux étaient logiques. J'aimerais faire juste une petite parenthèse parce que tu as amené la question des MOOC et là c'est une question personnelle parce que moi aussi j'ai un avis tranché sur la question. Voilà, je te la soumets. Tu es enseignant-chercheur Mm. et tu es déjà venu une première fois pour parler d'approche par compétences. Je suis amené à travailler, je dois travailler sur le développement d'un MOOC pour sensibiliser les enseignants-chercheurs à l'approche par compétences.
Mais moi, dans mon esprit, je me dis, c'est pas un sujet qui est fun à travailler, ou en tout cas, dans le contexte actuel, c'est pas un sujet dont les enseignants-chercheurs ont naturellement envie de se saisir. Et je me dis, demander à un enseignant-chercheur de se mettre devant son PC le soir pour s'acculturer à ce qu'est l'approche par compétences, c'est presque donner un coup d'épée dans l'eau parce qu'il aura autre chose à faire. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Et je voudrais le soumettre à cette question. En fait, pour moi, typiquement, je le vois là au niveau de l'université à Brest, il y a un groupe de travail, approche par compétences, qui a été mis en œuvre avec un peu un appel aux volontaires, etc., pour participer. J'ai participé au premier atelier de ce GT, enfin, ma première participation en atelier à ce GT, c'était il y a quelques semaines. Et d'un coup, je me suis retrouvé dans un monde magique où, en fait, tout le monde était convaincu de l'intérêt de l'APC. Tout le monde était là parce qu'on avait envie de bosser, en fait. Donc, forcément, quand on a commencé à causer entre nous de quel sujet on a besoin, il y avait une résonance particulière quand on se disait faire de l'APC. Ouais, ok. La réponse de base, c'est oui. Quand 75% des intervenants et des formateurs dans une formation en alternance sont des pros, qui posent pour certains des jours de congé pour être moins payés en venant chez nous qu'en étant dans leur boulot, qu'est-ce que je vais aller leur parler d'un portfolio de SAE et compagnie? Je vais leur dire, ah, attendez, parce qu'en fait, il n'y aura pas un examen sur ce que vous avez fait, mais vous allez devoir jeter un œil sur du boulot qui est fait dans d'autres modules, parce que il faut regarder la mise en œuvre globale. Ouah, là, on commence à toucher, il y a des trucs un peu compliqués. Donc, demander à des gens qui sont déjà convaincus, moi, typiquement, un MOOC comme ça existerait, forcément que je m'y mets. Et je vais jeter un œil parce que je suis totalement convaincu par l'intérêt. Pour l'avoir vécu du bac aujourd'hui au bac plus 5, je suis complètement convaincu. Maintenant, je pense que pour avoir vécu le passage du DUT au BUT quand j'étais en IUT, enseignant en IUT, il y a toute une partie des collègues qui ont tout de suite adhéré au concept en disant OK, pourquoi pas, on va faire des SAE, on aura des activités, on aura des trucs. Ça change complètement le programme interne en fait de fonctionnement. C'est comme passer de Microsoft à Apple. On change tout le système d'exploitation et du coup, on voit plus les choses de la même manière. Et puis, il y en a d'autres qui avaient moins envie parce que moins convaincus, trouvant moins d'intérêt, voyant de la difficulté, avec un argument qui s'entend complètement on a déjà largement assez de galères. L'enseignant-chercheur aujourd'hui, c'est 50% de cours, 50% de recherche, 50% d'administration, 50% de réunion. Ça fait 200%. Si en plus j'ai 50% de MOOC, formation, approche par compétences, 250 c'est trop. 200 on tolère, 250 ça va faire trop. Donc pour moi, un format MOOC sur des gens non convaincus, j'ai du mal à voir comment ça pourrait convaincre. Si déjà on a des gens qui en sont convaincus d'un sujet, soit de l'intérêt qu'ils ont d'apprendre, soit de l'importance de ce phénomène-là dans leur contexte, ouais, ça va très très bien matcher. Je prends un exemple qui désaxe un peu la discussion, mais cette année, j'ai des licences 3, entre autres, en cours, et je les avais au premier semestre, donc de septembre à décembre dernier, sur un cours en découverte des systèmes d'information. Et je leur ai dit, tiens, si jamais vous voulez, il y a un MOOC qui est top, certifiant, etc., gratuit, fourni par l'État. Ça s'appelle la SecNum Academy, ça vous forme à la sécurité numérique, à la culture, cyber, etc., à avoir les bons réflexes. C'est gratuit, allez vous inscrire. Là, on arrive à la période de mon master où les candidatures vont se faire. Et j'ai pas mal d'étudiants qui sont venus me voir, intéressés par le master que je co-dirige. Ils disent, on s'est inscrit, on a fait le MOOC, SecNum Academy et tout. Je dis, cool. Je leur ai suggéré une idée, ils y ont été. Et du coup, j'ai fait un petit sondage dans la promo. Il n'y a que ceux qui sont intéressés par le master système d'info qui ont été. Tous les autres, ils n'y ont absolument pas été. Ouais. Parce qu'ils voyaient leur intérêt à y aller. Donc, Ouais. le MOOC comme élément de départ d'un apprentissage, oui, si on a allumé la mèche avant, quoi. Ouais, exactement. Et donc, on se rejoint. Et dans mon esprit, si justement il fallait allumer la mèche, je me dis de plus en plus que allumer la mèche, dans beaucoup de contextes, ça relève de quelque chose d'assez irrationnel. Tu te sens bien avec une personne et se dis ouais, ok, pourquoi pas. La personne ou le contexte te met en sécurité, tu te dis ok, pourquoi pas. J'ai pas trop de temps, mais vu que je me sens bien avec ce mec, peut-être que je vais avoir envie d'essayer. Ouais. Parce que je me sens en fait en sécurité. Et c'est ça en fait, c'est que finalement, je suis complètement d'accord, il faut avoir des ressources particulières, il faut avoir une affinité, il faut être capable de s'autodiscipliner. Mais quand on n'a pas tout ça, eh bien on peut se rattacher qu'à une seule chose en fait, c'est la personne qui est en face de nous. Mais si on n'en a pas,
c'est très très compliqué. Et c'est ce qui peut permettre aussi d'expliquer en partie pourquoi les ingénieurs ou conseillers pédagogiques ont du mal à développer des liens avec les équipes pédagogiques dans le supérieur. C'est quelque chose d'assez systémique. Mm. Alors, ça m'amène en fait à vouloir te poser une autre question. Quand tu as parlé de portfolio et de SAE, tu sais, moi je suis assez impliqué justement dans ce portfolio, mais j'y vois, je dirais, autant de red flag que de green flag. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, là où en tout cas j'ai l'impression de voir une valeur ajoutée pour l'étudiant comme l'enseignant, c'est que le portefeuille de compétences soit finalement un espace d'analyse des contextes. C'est que Mm. finalement, entre guillemets, dans mes cours, hein, vu que j'ai du mal à voir ça comme des cours, c'est plutôt des temps où on vient analyser en fait des situations professionnelles dans lesquelles on voit certains problèmes, on voit certains enjeux, et finalement on travaille en fait à conscientiser des positionnements, des postures, l'utilisation de tel savoir-faire en contexte, et qu'est-ce que ça implique pour l'étudiant, qu'est-ce que ça implique pour l'organisation, qu'est-ce que ça implique pour des éventuels collectifs de travail. Et c'est vraiment dans cette prise de hauteur constante que j'y vois un réel intérêt. Parce que si c'est simplement en fait collectionner des traces et, et les envoyer à quelqu'un, eh ben, on est dans un monde, tu l'as très bien dit, où tout le monde court après le temps. Et c'est pas forcément envoyer une bibliothèque de ce que tu sais faire à quelqu'un qui va permettre, encore une fois, de tisser le contact. Ça, c'était Mm. ma réflexion. Mais complètement, et surtout, en fait, si on se lance dans un portfolio, si on met en place un portfolio dans une formation, quelle qu'elle soit, si en fait le portfolio est simplement, comme tu veux dire, un annuaire de compétences, et puis j'ai fini ma formation quand j'ai tout coché dans la case A, que c'est la compétence, elle est acquise, en fait, on a juste rien fait. De mon point de vue, pour la maigre expérience que j'ai eue autour des portfolios, ce qui était intéressant, c'était absolument pas le portfolio, c'était les discussions pour le faire. C'était les échanges au moment de la rédaction du portfolio. Et c'est là où il y a vraiment, de mon point de vue, un gros parallèle entre les MOOC et les portfolios. C'est que les deux cas, quand ils sont simplement poussés, c'est de la connaissance poussée vers des personnes, ça n'apporte pas grand-chose. Parce que ce qui va vraiment apporter, c'est la démarche de réflexion, en fait. C'est vraiment la construction de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux considérer que tu as une compétence en accompagnement de la sécurité des systèmes d'info. C'est pas parce que tu as suivi un cours que tu es bon là-dedans, c'est pas parce que tu l'as fait en alternance que tu es bon. C'est parce qu'à un moment, tu as été capable de te rendre compte de ah bah tiens, ça peut me servir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et, mais ça, en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire comprendre aujourd'hui, à la fois peut-être à certains collègues, mais beaucoup à des étudiants qui... alors, est-ce que je fais des liens entre plein de trucs qui n'ont rien à voir? J'en sais rien, mais c'est vraiment le sentiment actuel que j'ai. Aujourd'hui, les étudiants veulent de plus en plus, dans leur formation, des outils opérationnels tout de suite, parce que stressés de trouver du boulot face à un marché de l'emploi tendu, ils veulent répondre à l'annonce de maintenant. Et l'annonce de maintenant, elle dit, je fais un parallèle avec des systèmes d'info encore une fois, mais aujourd'hui, on veut des gens qui vont faire de l'UML et du SQL. Super. On veut des gens qui font de l'UML et du SQL. On veut être formé tout de suite UML, SQL. Dis, mais attends, avant de passer à ça, comprends la logique qu'il y a derrière. Apprends à faire de la modélisation. Quand tu sauras modéliser, tu feras de l'UML, du SQL, mais tu feras aussi du Meurice, tu feras aussi d'autres trucs. Dis, non, je veux l'outil. Il dit oui, mais l'outil, si demain cet outil il est has-been, si demain cet outil il est devenu inutile, si demain l'outil n'est pas là, si tu n'as pas le cadre qui va derrière, ça sert à rien, quoi. Et c'est un peu comme faire un portfolio. Si dans ton portfolio, tu as simplement coché des cases parce que tu as acquis les compétences et tu as fait tel acte technique, tu n'as rien appris en fait. Tu as appris un truc qui sert maintenant. Et en fait, la formation aujourd'hui, telle que je le ressens, c'est peut-être une déformation liée au fait d'être en IAE, être plutôt plus 3, plus 5. Mais c'est la tension paradoxale entre l'attente étudiante de la compétence immédiate pour se sécuriser sur un emploi et le besoin ou le souhait, nous, équipe pédagogique, de les former peut-être moins pour tout de suite, mais pour demain. Et de leur amener un cadre peut-être moins opérationnel tout de suite, mais qui, in fine, fait qu'ils ont quand même un job, mais ils sont beaucoup plus polyvalents que ce qu'ils imaginent, quoi. Oui.
Mais ça demande pour les étudiants d'aller au-delà de cette crainte, de ce Ouais. brouillard. Et c'est ce que tu avais dit dans ton post, je me souviens, ce rapport au flou, ce Mm. besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité. Alors c'est vrai que moi, je le vois comme une barrière qui n'est pas évidente à lever pour les étudiants. Et je n'avais pas pensé ou formalisé tel quel. J'en voyais surtout une autre. Tu vas me dire si ça te parle. C'est l'absence d'emmerde. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand, en tant qu'étudiant, tu n'as pas encore mangé beaucoup d'emmerde dans ta vie professionnelle, Mm. l'opportunité de questionner qu'est-ce que je fais, comment je fais, dans quel environnement, pourquoi, à quelle fin, ça paraît en fait peut-être moins intéressant. Finalement, pourquoi te poser des questions existentielles quand tout va bien? Oui. Et, c'est une expérience récente auprès de Master 2 en langue étrangère appliquée qui était en apprentissage. Et il y avait une étudiante qui avait partagé quelque chose de très intéressant. Elle s'est dit, bah, moi, ce qui m'a beaucoup posé de problème au départ, c'était une espèce d'hypocrisie ambiante qu'il y avait au sein de l'équipe de travail. Je me rendais compte qu'on pouvait me dire quelque chose à un instant T, mais dans mon dos, on allait me dire autre chose. Et ça a eu un impact très fort dans mon envie de travailler, donc dans le déploiement de mes compétences, dans mon envie de me projeter, etc., etc. Donc là, on voit bien, on montre bien qu'en analysant en fait certains environnements de travail qui, de prime abord, demanderaient les mêmes compétences, eh ben, on va pas avoir envie de les déployer, on sera peut-être pas en mesure de les Ouais. déployer, et le coût de déploiement va peut-être Mm. nous apporter ce qu'on appelle une dissonance, nous mettre en Ouais. dissonance. Et donc c'est toutes ces choses-là en fait ces moments d'échange pour les étudiants, ça avait été une espèce de révélation. Et ils se sont dit ah le portfolio ça peut être ça. Ben, j'aurais dit oui, en fait ça doit être ça avant le reste, et que finalement, le livrable final qui sera sous la forme d'un outil numérique ou pas, ça doit être le condensé de toute cette réflexion. Oui. On doit pouvoir le retrouver. Mais si vous avez juste cet outil, ça va être très très compliqué. Ouais. Parce que... Enfin, pardon, tu allais dire quelque chose. Non, 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 mais je suis complètement en ligne avec ça. Et alors, ce qui est dur, c'est que là, on a parlé de la barrière chez les étudiants, mais ensuite chez tes collègues. Parce que chez les collègues, ce qui me semble problématique, ce qui peut être problématique, c'est que finalement, faire travailler un rapport A, que toi, Vincent, tu cherches à faire en sorte que ces étudiants viennent questionner l'utilité de ton cours, qu'ils viennent Mm. questionner l'intérêt de tes connaissances dans tel ou tel domaine, eh bien, ça demande une posture que tout le monde n'a pas, en fait. Mm. Et ça te demande, en fait, peut-être d'avoir un rapport plus détaché à la simple connaissance, mais à t'intéresser au rapport entre contexte, étudiant et connaissance. Mm. Et ça, en fonction de comment dire, du vécu et de l'histoire de chaque enseignant, eh bien, Oui. tu vas avoir des personnes qui seront sensibles à cette posture et d'autres pas du tout. Parce Mm. que faire entrer quelqu'un dans ce qu'on appelle une pratique réflexive de la métacognition, c'est pas si évident que ça. Ça demande des ressources individuelles et ça demande aussi un contexte particulier. Mm. Et je pense qu'en fait, ça ramène aussi à une question qui est, même ou est au-delà de la posture, ça amène la question de l'ingénierie de la formation au sens aussi management RH, entre guillemets, de la formation. Je le ressens beaucoup depuis 2 ans, depuis que j'ai pris donc la codirection du Master Système d'Info de l'IAE à Bretagne NP à Brest. C'est que certes, on a une maquette, en face des cours, il faut des profs, mais il faut aussi un équilibre. Il faut l'équilibre entre ceux qui vont amener de l'outillage très concret, très tout de suite, très maintenant, et souvent qui viennent plutôt du monde pro. Certains collègues qui vont amener plus une connaissance peut-être plus conceptuelle, plus théorique, moins questionnée, mais qui est indispensable parce qu'elle pose un socle. Peut-être des personnes qui ont un recul un peu plus fort. Moi, je sais que j'ai des étudiants qui, alors maintenant, je ne le fais plus, mais au tout début, quand j'enseignais, j'avais systématiquement la même phrase sur la première slide de tous mes cours. Alors, comme toute citation est forcément est attribuée à Einstein, j'ai aucune idée si c'est lui qui l'a vraiment dit, mais ça faisait très intelligent, en tout cas, de mettre ça. Mais c'était, j'apprends rien à mes étudiants, je tâche de les mettre en situation d'apprendre. Et ça a toujours été en fait l'approche que j'ai eue dans tous mes cours. Et c'est pour ça que parfois on m'a dit mais pourquoi tu fais ce cours-là? Tu n'es absolument pas spécialiste dedans. Je dis non, mais moi je suis juste un animateur. Et l'animation que je vais faire, je vais l'amener vers telle acquisition de compétences ou pas. Il faut poser un socle. Et c'est pour ça, moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui,
C'est quand on est en responsabilité sur une formation, c'est certes gérer la maquette, gérer toutes les emmerdes qui vont être de la formation, mais c'est aussi des fois se poser la question de la complémentarité de deux collègues sur un même cours. Quelqu'un qui a un profil qui a fait 10 ans dans le monde pro, qui après est devenu enseignant, quelqu'un qui a fait toute sa carrière en tant qu'enseignant-chercheur. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Mais en fait, c'est plutôt chercher la cohérence entre tout ça, entre toute l'équipe, au-delà des compétences, aussi dans les questions des postures. Moi, les collègues qui considèrent qu'un étudiant ne doit jamais dire au prof qu'il s'est trompé, j'en connais. Il y en a partout. Et je comprends complètement leur logique. Là, j'étais en cours toute la journée. À un moment, il y a une étudiante qui m'a dit, mais là, monsieur, vous êtes trompé dans le calcul. Je lui ai dit, ben oui, c'est pas impossible. Et j'ai repris les calculs. Bon, au final, non. Mais sur le principe, j'aurais dit, mais vous savez, ça arrive. Enfin, ça arrive de se planter. Et heureusement qu'on se plante parce que, mine de rien, quand on réussit tout, on n'apprend pas grand-chose, quoi. Oui, gagne-t-on vraiment si on ne perd jamais? C'est ça. Et mais ça, justement, c'est pas évident parce que ça demande ce que tu viens de dire, ça demande, si je me trompe pas, un travail de coordination interprofessionnelle et Mm. encore plus quand on parle de formation en approche par compétences où on veut justement avoir des situations, intégratives qui mêlent plusieurs, compétences et surtout plusieurs matières. À Mm. partir du moment où tu es pas expert de toutes les matières, tu es obligé de travailler, avec les collègues et ça, c'est peut-être aussi l'un des les grosses difficultés, c'est que tout ce que tu amènes, tout ce que tu évoques nécessite en fait, un travail, une cohésion de groupe et ça dépend énormément des passifs, des histoires, des guerres de clans Ouais. et si en plus tu as, je sais pas moi, tu arrives, tu au sein de ton IAE, tu es là depuis 2, 3 ans et que tu travailles avec des personnes qui se font la guerre depuis 15 ans, c'est dur de concrètement en fait, de les mettre en musique, pour naviguer vers un but commun, c'est dur. Ça doit être dur, je pense. C'est très compliqué, d'autant qu'aujourd'hui, si on prend juste le système universitaire, on a les mêmes tensions à peu près partout sur les ressources humaines. Tout le monde est très chargé. Et se dire, ah bah tiens, ça serait parfait si toi tu pouvais faire le début du cours, lui faisait la fin. Il dit, oui, non, mais en fait, moi j'ai déjà 3 services à réaliser, moi j'en ai déjà 4. Faire matcher ça. Mais je pense que c'est vraiment en fait le jeu d'aller trouver l'équilibre. C'est peut-être pas le formaliser, c'est peut-être pas écrire machin avec machin, ils sont complémentaires, sans aller non plus dans des méthodes de recrutement comme les méthodes DISC avec les majeurs rouges, majeurs jaunes, etc. Où là c'est un autre débat. Mais Ouais. se dire en fait qui peut amener quoi à quel moment. Mais ça, à mon avis, le prérequis, c'est déjà d'avoir, quand on est responsable d'une formation, une vraie projection sur qu'est-ce qu'on veut faire de la formation. Je vois aujourd'hui, on est très aligné avec ma collègue avec qui on co-dirige le master. Euh, Parfois, quand on discute avec des gens, pour avoir fait beaucoup de salons là, enfin, récemment, il y a parfois des candidats à qui j'aurais dit non, mais en fait, allez, venez pas dans notre master à nous, allez dans l'autre master concurrent, entre guillemets, d'un autre IAE, par exemple. Allez chez eux parce que vous serez mieux chez eux. Ils disaient, mais enfin, pourquoi vous voulez pas que je vienne chez vous? Je dis, non, c'est juste que la vision qu'on a sur le master, ce qu'on va vous proposer, l'expérience qu'on vous propose, n'est pas en ligne avec ce que vous voulez vivre. Donc, ça n'a aucun sens de vous accueillir. Mais déjà, il faut avoir fait ce pas, je pense, de qu'est-ce que je veux faire, comment je le projette, et de se dire que clairement, la seule priorité aujourd'hui pour nous, c'est l'employabilité des jeunes. C'est qu'il y ait de la compétence et que cette compétence soit en adéquation avec le besoin aujourd'hui et potentiellement soit modulable pour le besoin de demain. Si déjà on a posé ça comme base, on se dit OK, on sait pourquoi on bosse, où on avance, et ça aligne déjà énormément de choses. L'enjeu étant pour reprendre une expression que tu as utilisée tout à l'heure, on va éviter les emmerdes aussi. Arrêter d'emmerder les gens, arrêter de rajouter des couches et des couches et des couches et des couches. Et ce qu'on fait, c'est utile, donc on le fait. Et déjà poser ces choses-là, avec ma modeste expérience de gestion de diplôme, me dit qu'une fois qu'on a posé ça, qu'on est très modeste, qu'on dit on fait ce qu'on peut, déjà on a Mmh. fait beaucoup de choses, quoi. Alors, si je reprends justement le début de ton raisonnement, c'était poser une vision Mm. claire et commune. Et c'est cette notion de vision claire et commune, rien que ça, en fait, si on rentre dans le détail, parce que j'ai fait ça récemment avec un responsable de master, c'est être capable de mobiliser ses collègues, les mettre autour d'une table et avoir une discussion constructive. Et ça peut paraître évident,
est simple, mais moi, je trouve ça très difficile. Mmh. Et alors, tu es dans un IAE et donc ça te sauve peut-être, ça t'épargne peut-être d'autres désagréments, mais cette chose-là, justement, c'était pour donner du contexte, c'était un bilan approche par compétence. Et il s'agissait de savoir ben, où est-ce qu'on veut aller maintenant, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite et, collégialement pour notre formation. Et ben, tu as quand même des personnes qui vont te dire, ben, en fait, non, la professionnalisation, c'est pas l'objectif parce que c'est pas la fibre de l'université. Mmh. Et là, tu reviens à un débat ancestral. Et alors, est-ce que, pour revenir à la question que je t'ai posée, est-ce que justement, pour construire une vision, ça ne demanderait pas, on va dire, au quotidien, ben, de passer du temps avec ses collègues à travers des temps formels ou informels? Et ça, je me pose la question, en fait. Je me pose la question vraiment, comment créer du lien entre des personnes qui n'ont pas forcément envie d'en avoir et qui sont dans un système qui ne se prête pas à ce lien? Mmh. Bah, déjà, je pense que ce qui est important de mon point de vue, alors effectivement, je rejoins complètement le fait de passer du temps avec ses collègues, discuter, connaître ses collègues, et puis connaître les contextes aussi, parfois personnels, sans. C'est pas parce qu'on bosse ensemble qu'on est obligé de devenir les meilleurs amis du monde et de passer toutes nos soirées ensemble, mais connaître un peu les contextes particuliers que chacun peut vivre, parce que ça impacte forcément ce qu'on fait. Enfin, les personnes qui disent, moi, je cloisonne complètement ma vie privée de ma vie perso, enfin de ma vie pro. Je suis le premier à essayer de le faire au maximum. J'ai 2 téléphones, j'ai 2 ordis, j'habite à 45 minutes de mon boulot pour vraiment tout cloisonner. Mais même en faisant ça, quand je vais faire mes courses à Noël, je tombe sur un étudiant qui habite dans la même ville que moi, quoi. Le cloisonnement complet et puis ma vie perso impacte forcément ma vie pro aussi. Mais en fait, ce qui est, de mon sens, très important, au-delà de partager des moments, c'est déjà qu'à la tête d'un diplôme, là où les personnes qui pilotent ce diplôme partagent la vision qu'ils ont déjà du diplôme. Et après, si déjà nous, on est alignés, et si on est tout seul, c'est plus facile de s'aligner tout seul, et encore, mais si déjà on est aligné sur exactement qu'est-ce qu'on veut, qu'on a fait ce travail de le master, la licence, le but, le DUT, le BTS, la formation que je dirige aujourd'hui ou que j'anime, voilà vers où j'ai envie d'aller, nécessairement, je vais avoir des collègues, si on prend, et tout le monde aura forcément des idées en tête, le collègue très universitaire, universitarien presque trop, on va dire, qui considère que seul le cadre théorique compte et l'application est secondaire. Ce collègue-là, il est indispensable en fait, parce que le cadre théorique, c'est construire une maison, mais sans faire de chape. Par contre, vivre sur une chape, c'est vachement compliqué aussi. S'il peut y avoir du monde qui monte des murs et qui fout une charpente et une toiture, c'est pas mal, quoi. Et donc, c'est plus, si je sais que j'ai cette personne-là qui m'amène ça, qu'est-ce que je peux trouver comme pendant complémentaire en face? Et pour moi, c'est plus jouer cet effort de balancier et après d'aller provoquer peut-être effectivement des moments de rencontre formels, informels. Ça peut être sous la forme des conseils de perfectionnement qui existent dans pas mal de types de diplômes. Ça peut être simplement comme on offre un verre à tous nos étudiants le dernier jour en fin juin quand ils vont partir pour leur dernière période d'entreprise. Eh ben, on boit un coup, on invite tous les collègues qui sont intervenus dans le master en même temps. Et puis, bah, c'est un moment d'échange aussi, un moment de synthèse. Créer ces moments-là, c'est intéressant, c'est indispensable. Mais déjà, c'est de poser la question de qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, dans quel intérêt et où je vais. Si déjà, à la tête du diplôme, c'est des questions qui sont posées, à mon avis, on a fait énormément du chemin, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que ça demande déjà, faire tout ça, ça demande beaucoup d'énergie et ensuite, il faut arriver à Mm. l'entretenir. Parce que finalement, les visions peuvent évoluer avec le temps, au gré des Et, changements des équipes. Parce que ça, j'ai pas oublié, hein, à un moment donné, tu as parlé des professionnels, justement, mm, qui sont en entreprise. Ben, ça, je sais que c'est un gros chantier qui est toujours dans le backlog, parce qu'actuellement, moi, je me concentre beaucoup avec les permanents. Mais mm, je suis d'accord avec toi, hein, si on veut faire une APC qui soit cohérente, il va falloir accompagner et former les 25% de cours assurés par les vacataires. Il faut les mettre dans la boucle. Sauf mm. que je me dis une emmerde après l'autre. Déjà, on Oui. s'occupe des permanents parce qu'on voyait, on essaie d'éteindre les différents feux. Et je te rejoins tout à fait. Alors, j'aimerais te poser comme dernière question. Ben, finalement, en dernière question, je vais revenir sur des propos que tu as tenus au tout début, Mm, quand tu as parlé justement de l'évolution des technologies, l'essor de l'intelligence artificielle dans le rapport à notre compétence. Est-ce que mm. finalement,
dans un monde, alors, tu vas me dire si tu es d'accord avec le constat. J'ai l'impression que dans pas mal de domaines, la technique en tant que telle a peut-être moins de valeur qu'avant l'essor des IA génératives. En prenant l'exemple du code, de la Mm. compétence de codage que tu avais. Donc ça, c'est le constat. J'ai l'impression que certaines techniques ont moins de valeur qu'avant cet essor des IA, parce que maintenant, on peut le faire avec elles. Mm. Est-ce que, s'il y a cette chute de valeur, est-ce qu'il va pas y avoir d'autres choses qui vont gagner en valeur? Tu as parlé de la culture générale, mais peut-être aussi, j'ai envie de penser naïvement, on va dire des compétences entre guillemets méta, comme être capable d'analyser sa pratique, être capable de construire des relations de travail avec des personnes, être capable de cerner les référentiels professionnels ou personnels de chaque personne, justement, Mm. pour savoir, parce que tout le travail, enfin, ce dont tu parlais, être capable de créer ces points d'équilibre entre l'universitaire pur et dur et le professionnel. Tu parlais de ce point d'équilibre, mais ça, finalement, est-ce que c'est pas une compétence d'être capable de cerner les singularités de chacun Mm. et de les mettre en musique de manière harmonieuse? Bah, je pense là, il y a vraiment deux points. Le premier, c'est la relation à la compétence technique et le lien avec l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose, l'IA sait le faire. Et pour quelqu'un qui sait faire un truc, il sait que l'IA fait n'importe quoi. Et du coup, il va contrôler l'IA. Là, je prendrais un peu la métaphore que je prenais il n'y a pas longtemps avec à des étudiants. C'est le moniteur d'auto-école et la personne qui monte pour la première fois derrière un volant. Je peux demander à Gemini, ChatGPT, Mistral, Claude, on foutra le nom qu'on veut. Je peux demander à une IA de m'expliquer comment conduire. Techniquement, je pense qu'on pourrait faire l'expérience. Elle va me dire, OK, alors déjà, peut-être qu'elle va même pas me demander si c'est une voiture automatique ou une voiture manuelle. Donc, s'il commence à imaginer, parce que j'ai pris une IA américaine, que forcément c'est de l'automatique, mais que j'ai une manuelle face à moi, il va dire, bah, démarre, appuie sur le pédale et pars, quoi. Passe la marche avant. Je vais chercher la marche avant, ah ben merde, ça marche pas. Donc, déjà, il faut que je sois capable de comprendre la mécanique pour bien prompter. Je suis face à une voiture manuelle. Ok, très bien. Il va me dire après, débraye, fais ça, fais ça, fais ça. Mais débraye, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça marche? À quel moment je passe la 1, la 2, la 3, la 4, etc. Euh, En fait, l'IA peut très souvent accompagner, mais va véritablement être un accompagnateur. Je fais un parallèle pour avoir un cœur de métier logistique quand même. À un moment, on se demandait, est-ce que les robots vont pas remplacer tous les métiers manuels? Non, mais par contre, aujourd'hui, vous allez dans beaucoup d'entrepôts, il y a un préparateur de commandes qui marche, il n'a plus besoin de pousser le transpalette ou quoi que ce soit, le machin roule à côté. Le mécano, il bouge et il y a sa caisse à outils qui le suit tout seul. En fait, on va simplifier certaines tâches, mais il faudra toujours contrôler ce que fait l'IA et être capable de comprendre ce qu'elle fait. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait une expérience avec des étudiants, ils avaient des calculs à faire, vraiment juste des statistiques de base, première année, à faire des moyennes, des médianes et des machins. Et très vite, j'ai vu des étudiants, j'avais volontairement pas donné les fichiers sous forme d'Excel et quoi que ce soit, j'avais imprimé, disant, bon, peut-être que, et j'en ai vu très vite prendre en photo le fichier, le charger dans une IA, demander les calculs. Et je les avais laissés faire, et en fait, ils avaient tous faux. Ils avaient tous faux parce que l'IA avait absolument pas compris qu'en statistique, je fais pas des exercices, moi je fais des études de cas. Et l'étude de cas implique de comprendre le contexte pour comprendre le sens et trouver l'outil. Et sauf que là, l'IA, elle leur avait ça m'a sorti tous les calculs possibles et inimaginables. Donc déjà, quel chiffre il fallait prendre? La moitié des calculs étaient faux parce qu'il avait mal compris certains trucs, il avait mélangé des lignes. Donc le rapport à la compétence technique, je pense que d'avoir des IA, c'est très bien parce que ça nous permet de gagner du temps, à condition que ça ne soit pas de la substitution, mais de l'accompagnement. Hmm. Ça, c'est vraiment, à mon avis, le premier point super important à parfaitement intégrer. Et ça, le sentiment que j'ai pour voir des publics très larges en tant qu'étudiant, quand ils sont au début des études supérieures, l'IA est vue comme l'outil magique qui permet d'aller plus vite et de se simplifier la vie. Et j'ai fini mes cours à 17h30. À 17h35, l'IA m'a craché mes dossiers à faire pour le lendemain, mes prépas de télé et compagnie. M'a fait 2 fiches de révision au format une carte mentale, un podcast à écouter via Notebook LM et allez hop, et j'ai tout appris par cœur. Et derrière, 17h40, je suis en soirée. Sauf que plus ils vont monter, plus ils vont se rendre compte qu'en fait, ils se prennent des murs les uns après les autres parce que la question, c'est pas tout à fait présenté de la même manière, etc., dans l'examen ou dans le vrai contexte de la vraie vie.
Donc, il y a vraiment cette prise de recul à avoir, je pense, sur la relation technique IA. Je dois maîtriser, mais du coup, il y a un enjeu de conscientiser, entre guillemets, sans faire de la philosophie de comptoir, mais conscientiser la compétence que j'ai acquis, qu'est-ce que je sais faire, et si je sais le faire, je peux demander à quelqu'un d'autre de le faire, parce que j'aurai un regard critique quand même dessus. Et à côté de ça, il y a la question de l'importance des soft skills, gestion de la relation humaine, animation, compréhension des dynamiques. Et là, ça revient à des mondes très complexes. Il y a 30 ans de ça, il y a 40 ans de ça, il y a quelques jours, je faisais un cours où je questionnais les étudiants, je leur dis, mais allez demander à vos grands-parents quand ils achetaient un frigo, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, nos grands-parents, ils allaient déjà dans la grande ville, parce qu'il n'y avait pas le magasin dans la petite ville, ils allaient dans la grande ville, et puis ils demandaient, bonjour, on a besoin d'un frigo, on leur disait, ben, il y a le petit, il y a le grand, vous voulez lequel des deux? Aujourd'hui, si vous voulez un frigo, allez vous pointer dans l'enseigne que vous voulez, et globalement, prenez une trottinette électrique pour remonter la totalité du rayon, parce que vous avez 450 références possibles, et Ouais. derrière, ils sont tous personnalisables. On est dans des mondes où tout est devenu complexe, compliqué, tout est imbriqué. Le moindre choix que je fais à un endroit impacte énormément d'autres choses derrière. Et être capable de comprendre les enjeux de complexité, comprendre que, alors là, pour aller paraphraser du Morin, la complexité ne se gère pas, elle se vit. Prendre le recul là-dessus, du coup, on relativise dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on devient très humble en disant, je suis compétent, oui. Là, dans la petite salle où je suis très compétent. Peut-être que dans la salle d'à côté, ma compétence n'a plus aucun sens. Et surtout, si je suis incompétent ici, il suffirait peut-être de me mettre dans la salle d'à côté, je le deviendrai. Donc comprendre que la compétence, elle est contingente, que l'IA ne remplace pas la compétence, mais l'accompagne. Ouais, si déjà on a compris ça, à mon avis, on peut avancer tranquille, quoi. Ben voilà, on peut terminer là-dessus. Alors, merci Vincent. Pas de souci. Euh,